Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un épisode un peu spécial, un peu thématisé comme j'aime bien faire. On l'avait fait sur l'investissement, on l'avait fait sur le droit, on l'avait fait sur le sport aux États-Unis. Aujourd'hui, on va le faire sur l'impact environnemental du sport avec François Singer qui est mon invité, qui est le fondateur de Sport Impact Consulting. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup de traiter ce sujet ô combien important sur Dream Team. Encore une fois, on fait un petit épisode en vidéo, on s'essaye à de nouveaux formats et je suis ravi de pouvoir adresser ce sujet avec toi aujourd'hui. Mais comme je le fais habituellement, je demande toujours à mes invités de se présenter, de savoir d'où ils viennent et la genèse de leur projet et de leur expertise. Donc je te laisse la parole et raconte-nous d'où tu viens. Alors bonjour, j'ai 35 ans, moi je suis originaire des Hauts-de-France à la base. Voilà, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé au sein du groupe hôtelier Accor, à l'époque sur les premiers deals entre Accor, le PSG, Accor et Roland-Garros. Ensuite, j'ai fait une thèse de recherche, une thèse sur l'impact des dérèglements climatiques sur la pratique sportive et sur l'organisation d'événements sportifs, ce qui a été, je peux te dire qu'il y a 10 ans, un domaine qui n'était pas encore préempté par beaucoup d'experts. Et puis, à la suite de ça, j'ai travaillé dans une agence de marketing sportif qui s'appelle 17 Sport. Et puis, j'ai monté, in fine, ma structure, Sport Impact Consulting, pour justement aider les acteurs du mouvement sportif à se transformer, et intégrer des sujets d'impact social ou environnemental au cœur de leur modèle économique, puisqu'aujourd'hui, c'est aussi un levier de business, ce n'est pas juste philanthropique. Ouais. Voilà. Et d'où ça vient, toi, d'attaquer le sport par ce biais-là? Parce qu'en fait, on est tous dans cet écosystème. Il n'y a pas forcément beaucoup de gens sur cette verticale, quoi. Écoute, je pense que c'est d'abord une sensibilisation au vivant, une sensibilisation aussi à l'homme dans sa pluralité, à la nature. Et ça a toujours été pour moi un de mes combats. Et c'est vrai qu'intégrer ça au cœur des modèles économiques du sport, c'est pour moi forcément transformateur. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. Et je crois que la nature et les hommes s'en porteront d'autant mieux si on arrive à transformer ces organisations. Ouais. Et ton rapport au sport, avant ça, c'est quoi? Alors mon rapport au sport, un grand fan du Racing Club de Lens. Ouais. Voilà, petite dédicace à mes origines des Hauts-de-France. Donc voilà, baigné depuis tout petit dans la culture du sport populaire, les 100 et or, sport inclusif, les 100 et or. Et voilà, ça m'a donné cette envie aussi de poursuivre dans un écosystème qui est fabuleux, qui est inspirant, qui est transformant et qui permet de répondre à des enjeux sociétaux surtout. Et voilà, ça a été essentiellement ça, cette belle découverte. Et raconte-nous un peu la genèse de se dire, tu as fait une thèse sur ce sujet-là, tu as bossé chez 17 Sport qui est déjà adressé en particulier ces verticales. Tu te lances finalement dans ta propre structure. Qu'est-ce qui a fait, c'est quoi la genèse de cette trajectoire? Et surtout de dire, allez, je me lance et je vais prendre ce segment. Écoute, au départ, c'est vrai que tu commences une thèse de recherche, tu pars un peu dans l'inconnu. Tu tires des fils, tu te dis, tiens, j'aime le sport, je suis sensibilisé à la cause écologique. Je tente d'interviewer des experts, comme on le fait en ce moment. J'essaie de m'imprégner un peu de différentes expertises. Et puis, en tirant ce fil-là, je me rends compte qu'il y a quelques entreprises d'impact qui commencent justement à émerger, dont 17 Sport. Ouais. Donc, je rejoins cette entité-là. Travailler avec des acteurs comme Adidas et des grands groupes qui intègrent d'autres sujets RSE, la féminisation, la place du handicap, etc., etc. Et puis, de fil en aiguille aussi, une forme de reprise de liberté, l'envie aussi de soi-même avoir son pied à l'étrier, soi-même créer de la valeur, soi-même choisir ses combats, choisir ses missions, ses entreprises. Ouais. Et puis aussi le fait de partir à Marseille, et ça c'est aussi un axe qui est assez important, la délocalisation à Marseille qui est un fabuleux, et on en parlera ensemble, un fabuleux endroit, fabuleuse géolocalisation à la confluence du Maghreb, des prochains Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver 2030. Donc ça a été ce basculement-là petit à petit qui a fait que j'ai fini par créer ma propre structure. Ok. Gros écosystème sport qui se structure à Marseille, un peu aussi sous ton impulsion sur la partie environnementale. Je salue Guillaume Sarfati qui est passé sur le podcast. Olivier aussi, Rousseau, c'est clair, de FlyCup que tu accompagnes, qui est passé sur le podcast. Super, mais... quand on lance une boîte, parfois on regarde ce qui se fait ailleurs, ce qui se fait à l'étranger. Il y a quoi comme boîte, comme agence, comme structure, un peu de référence qui t'ont un petit peu inspiré avant de lancer Sport Impact Consulting? Il y en a pas mal. Écoute, il y a des cabinets. Alors, le cabinet Utopie, par exemple, qui est un cabinet assez connu, qui travaille justement sur des sujets de transformation dans le sport, est un des cabinets pour moi qui est très intéressant et très inspirant dans son positionnement. 17 Sport, avec son rayonnement international aussi, m'a beaucoup apporté. Et je remercie aussi les dirigeants de 17 Sport de m'avoir intégré dans cette aventure-là. Et puis, on a des cabinets comme Bloom, qui travaillent aussi avec des comités d'organisation, avec le CIO, qui sont aussi dans des enjeux de transformation, mais il y a de plus grands événements
mastodontes de l'impact. Et puis en France, il y a beaucoup de petits cabinets qui font des choses incroyables, de IPAMA à l'Institut du sport durable, au Planet Sporting Club. Tous ces acteurs-là de l'impact qui se fédèrent en France méritent aussi d'être amplifiés, d'être exprimés. C'est une de mes missions de fédérer, de regrouper, et on en parlera aussi sur un événement qui est en train de s'organiser à Marseille, qui s'appelle le Sport-Med Summit, qui réunit tout cet écosystème de l'impact qui émerge, qui est de plus en plus important, à la fois dans les clubs, dans les fédés, ou même dans les pouvoirs publics en général. Et c'est aussi ce rôle-là et cette inspiration-là qui a fait que j'ai pu aller piocher à droite à gauche des inspirations nationales et internationales. Question un peu bête et quasi politique. Est-ce que le sujet environnemental dans le sport, c'est pas un sujet franco, voire européen seulement, et pas encore vraiment international? Désolé pour la bêtise que je viens sans doute de dire, mais explique-nous si on est à ce point-là seul au monde à vouloir adresser ce sujet, ou si c'est quelque chose d'assez mondial. Non, on n'est pas seul, c'est mondial. Il y a des acteurs mondiaux qui font des choses aussi extrêmement intéressantes sur un périmètre qui est, même aux US, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'US est un marché aussi extrêmement intéressant et porteur sur ce sujet. La France est un des pays qui lead aussi ces thématiques-là, c'est vrai. L'Europe, même dans sa globalité, avec les nouvelles normes, on va peut-être en parler, la CSRD, c'est des normes européennes qui montrent que nous sommes un peu à l'avant-garde par rapport à d'autres pays un peu plus émergents, qui aujourd'hui n'ont pas encore intégré ces enjeux d'écologie. Mais on n'est pas les seuls, et en tout cas, on est quand même un des acteurs, un des pays les plus avancés sur ce sujet. Mais on n'est pas les seuls. Et l'opposition entre développer des nouvelles normes et des nouvelles contraintes potentiellement sur des événements, sur des déplacements d'équipe, etc., versus la santé économique, financière. Comment on fait pour maintenir un leadership et une santé financière en incluant des nouvelles normes et nouvelles contraintes que d'autres pays ne voudraient pas s'auto-infliger? Ça, c'est la question. C'est une excellente question. C'est une question qui est centrale. Il faut aussi arriver à démontrer, et c'est ce qu'on va faire, démontrer qu'intégrer des sujets de transition écologique et sociale, c'est aussi vecteur de business, c'est aussi vecteur de retombées économiques, et ne pas le faire, en tout cas, et ça c'est très important que les gens le comprennent, ne pas le faire deviendra aussi un risque pour la pérennité et pour le business model d'une organisation. Un risque non seulement par les catastrophes naturelles qui vont arriver et qui vont impacter les clubs, et ça c'était tout le sujet de ma thèse, et on en parlera, mais aussi des opportunités économiques, l'éco-conditionnement des flux financiers, de sponsors, d'ayants droit, de pouvoirs publics, qui aujourd'hui dans les appels d'offres intègrent ces critères CSR, RSE, si tu veux, ça va devenir un axe prépondérant de développement économique. Donc je pense qu'il faut y aller en transition, en douceur, et non pas imposer de façon brute un changement, sinon on perd aussi, et aujourd'hui c'est malheureusement encore vu comme une contrainte, comme un frein, comme un coût, et au contraire essayer de démontrer que c'est plutôt une opportunité économique qui se dessine. Et ça c'est toute ma mission, et c'est des exemples concrets que je vais partager aussi sur ce podcast qui te démontrent qu'aujourd'hui des clubs perdent déjà de l'argent parce qu'ils n'ont pas intégré des stratégies de décarbonation en accord avec les accords de Paris. Ça c'est quand même très, très intéressant et très important, et qu'ils ont intérêt à le faire pour, en plus, de la rétention de collaborateurs, l'attraction des talents, etc., etc. Les clubs qui réussiront demain seront pour moi les clubs qui seront le plus avancés sur ces sujets et qui ont déjà anticipé ça. Certains le font, on va l'évoquer, mais c'est pour moi important de le prendre en compte. Si on dresse un petit peu le grand tableau de l'impact, de l'environnement dans le sport, qu'est-ce qu'on a dans notre grand tableau de bord? On parle de quoi? On parle des infrastructures, des déplacements, on parle des fans. Et qu'est-ce qu'on exclut aussi? Qu'est-ce qu'on va exclure aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on inclut? Écoute, il y a beaucoup de thématiques. C'est sûr que déjà l'empreinte carbone des méga-events, c'est quand même une thématique qui est très centrale. On en parle beaucoup, et si on doit essayer aussi de mesurer, de jauger, on va peut-être déjà essayer de se dire de réduire les plus gros, c'est un peu normal en quelque sorte. Il y a l'enjeu de la mesure forcément qui est aussi important, comment on mesure son impact. L'enjeu de la priorisation de la mesure, c'est qu'est-ce qu'on intègre dans ces enjeux de mesure, la mobilité, la décarbonation des mobilités, la nourriture, la food, le recyclage, la préservation de la biodiversité, le vivant, les infrastructures sportives, comme tu l'as dit, les stades, les arénas, que faire pour les décarboner au maximum, les enjeux ensuite de gouvernance, c'est-à-dire comment j'éduque la gouvernance sur ces sujets, les enjeux de sponsoring,
comment j'intègre le sponsoring à impact, le sponsoring à mission dans mon modèle économique. Voilà, l'ensemble de ces thématiques-là, pour moi, sont primordiales et doivent être balayées. Ouais. On ne va pas tout aborder aujourd'hui, on ne va pas forcément évoquer la biodiversité, même s'il y a des choses incroyables à dire sur le sport et la biodiversité, des kayakistes qui ne peuvent même plus pratiquer leur sport dans les rivières parce qu'il n'y a plus d'eau, la Fédération française de golf qui intègre des solutions aujourd'hui de préservation des forêts, travaille avec des acteurs aussi pour sauvegarder la biodiversité dans les golfs, même si le golf est aussi décrié sur la partie irrigation, etc. Donc, on ne va pas aborder tous les sujets. Les infrastructures aussi sportives, il y a des choses incroyables à dire. Des Mercedes-Benz Arena qui font des choses incroyables sur des sujets de certification et de décarbonation. Des nouvelles arénas qui se construisent, qui prennent à bras le compte aussi, et des stades, ces sujets. Mais on ne va pas l'évoquer parce que c'est des pans entiers à détailler. Ce qu'on va plus faire aujourd'hui, pour moi, c'est te rendre compte un petit peu de la vision entonnoir que moi j'ai, c'est-à-dire par quoi on commence aujourd'hui. C'est un peu la question phare. Et pour moi, on commence par quoi? L'éducation, et on va en parler. Ensuite, une fois qu'on a éduqué, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on mesure? Aujourd'hui, malheureusement, très peu de clubs mesurent encore leur empreinte, et on va en parler. Et ensuite, une fois que j'ai mesuré, quelles sont mes priorités et qu'est-ce que j'essaie de transformer à mon humble échelle selon mes moyens, mes ressources et mon type d'organisation. Ouais. Et je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. En effet, il y a un enjeu d'éducation. Il faut évangéliser sur le sujet. Pour certains, le sujet n'existe pas. Pour d'autres, le sujet existe, mais on ne sait pas comment l'adresser. Donc, peut-être comment on fait pour aborder cette première brique d'éducation et que cette éducation impacte ensuite les organisations et les gouvernances des organisations. C'est pour moi une des questions centrales. Je vais commencer par une anecdote qui va te plaire. J'étais invité sur scène au World Football Summit à Séville, qui est le rendez-vous, la Mecque des rendez-vous des présidents de clubs. Donc, imagine-toi, 250 clubs européens présents sur scène. Je suis sur scène avec le patron des Forest Green Rovers, qui est le patron d'Elvins, le patron du club le plus éco-responsable du monde. Et je donnerai des exemples incroyables de ce club, qui est un bel exemple. J'étais avec un des directeurs RSE du Real Betis Séville en Espagne, avec un consultant. Et donc je suis sur scène, donc en anglais, devant cette grande aréna là, remplie de présidents, donc assez impressionnante. Et je pose 3 questions avant même de commencer un peu mon speech. Je leur demande, est-ce que vous avez déjà lu un rapport du GIEC, IPCC Report en anglais? Est-ce que vous avez déjà lu un résumé? Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez les 9 limites écosystémiques planétaires? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà fait une fresque du climat dans vos clubs? 3 questions assez simples, à main levée. Et j'ai réellement peut-être 1 ou 2 mains levées maximum dans la salle. Sur les 250 clubs. Sur les 250 plus grands présidents de clubs européens. Je me dis, voilà, je commence par ça. Je dis, comment vous voulez déjà essayer de transformer une organisation si vous ne connaissez pas un peu les grands enjeux, les limites écosystémiques planétaires, les enjeux de décarbonation, les enjeux de mesure, qu'est-ce qu'une fresque du climat, etc., etc. C'est très compliqué déjà de s'y mettre. Beaucoup vont te dire, oui, il y a un problème avec l'environnement. Voilà, c'est ça la phrase que j'entends. Donc, premier élément central, et cette anecdote est assez révélatrice de l'éducation aujourd'hui, malheureusement, de ces présidents-là, il faut les accompagner. Et comment on les accompagne? C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est des gens qui... D'une certaine génération. Une certaine génération, pour qui les enjeux business sont forcément parfois très importants. Il faut faire vivre le club. Et ils ne sont pas nés avec les enjeux environnementaux dans leur culture, dans leur trajectoire professionnelle. Ils ne sont pas nés avec ces enjeux-là, donc les éduquer. Leur proposer de l'accès à l'éducation facile. On est en train de travailler sur un projet, et on va le dévoiler bientôt le 6 mars prochain lors du Sportmed Summit. Tu peux le dévoiler parce que l'épisode sera diffusé après. Je vais le dévoiler. Alors, on travaille sur un super projet avec Ecolosport, qui est un média formidable. Je salue Mickaël Ferrici. Et puis EcoSport Pro, qui est un organisme que je vous enjoins à regarder, de Robin Parmeline. On travaille aujourd'hui sur un MOOC de formation à destination de l'ensemble des acteurs du mouvement sportif, qui réunit une quinzaine d'experts sur des sujets très précis: biodiversité, achat, mesure, rôle de l'athlète sur les enjeux de décarbonation, etc., etc. 15 experts qui viennent apporter leur expertise, comme je le fais là, sur des slides assez concrètes, sympas à lire, faciles, etc. Et notre objectif, c'est de déployer ça massivement partout pour éduquer la gouvernance et pour éduquer aussi le personnel des clubs et même les jeunes des centres de formation. Moi, je rêve que même un partenaire s'en empare. Academia finance ce typologie de formation. Et tous les jeunes des centres de formation de foot, par exemple, en plus de leur cursus de performance,
ont quelques heures de formation sur des sujets de transition écologique et sociale. Et ce fabuleux projet qu'on est en train de mener avec 15 experts qui sont là, à l'heure où je te parle, en train d'enregistrer leur contenu, est une première nationale. Et je peux te dire qu'on va en entendre parler. Cool, bah, tu me feras je te dirai. Je diffuserai sur mes modestes réseaux. Avec grand plaisir. Trop bien. Aujourd'hui, là, tu nous as raconté l'anecdote à ce sommet du foot européen. Oui. Est-ce que c'est le foot qui est particulièrement de ces sujets? Est-ce qu'il y a des différences d'un sport à l'autre? Est-ce que tu vois, je suppose que dans le monde de l'escalade, dans le monde de la voile, il y a une sensibilisation plus importante et c'est peut-être un peu moins compliqué. Est-ce que tu pourrais aussi nous dresser un peu le panorama des sports ou des cultures sportives les plus avancées sur ces sujets? Oui, c'est une excellente question et tu vois, aujourd'hui, toutes les fédérations s'en emparent. Du golf au rugby, au foot, voilà, il y a des sports qui sont un peu plus ancrés sur ces sujets. Tu en as parlé, l'escalade, c'est presque ancré dans la philosophie de la fédération. La voile aussi de plus en plus, qui est sur ces sujets de protection des fonds marins, de la biodiversité marine. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plus grande fédération de foot aujourd'hui, le foot s'en empare, a intégré des acteurs comme Football Écologie France, le Climate Workout, tout un écosystème autour de lui pour l'aider à développer sa transition écologique, à venir éduquer les clubs par région. Et donc, si la plus grosse fédé s'en empare, celle qui a le plus d'impact, on parlait tout à l'heure de la hiérarchisation, je pense que c'est un bon point. Et ça n'était pas le cas encore il y a quelques années. Et pareil pour la LFP. Je me permets de te couper parce que j'ai reçu Laura Georges sur le podcast, qui est l'ancienne secrétaire générale de la FFF, qui avait une énorme mission sur le sport amateur et au niveau des clubs. Et c'est vrai qu'on mesure le poids social et culturel d'une fédé comme la fédé de foot. Et du coup, c'est un instrument, c'est un outil assez incroyable pour faire passer des messages, pour éduquer. Alors oui, c'est sur le football, mais en fait sur tous les autres sujets. Et on se rend pas compte de la puissance d'une fédération. Bon, évidemment, en l'occurrence, la fédé de foot qui a plus de quasiment 2,5 millions d'adhérents. Et donc, c'est vrai que c'est des structures sur lesquelles s'appuyer pour faire passer ces messages, parce que ces messages passent pas forcément, beaucoup par l'école, de plus en plus, mais ça peut aussi passer par les assos et les fédés. Je referme ma parenthèse. Non, je suis d'accord, tu as raison. Et moi, j'espère qu'un jour, il y aura aussi des scientifiques dans ces comités de pilotage. On parle aussi de ça dans des grands groupes. Aujourd'hui, c'est d'avoir au comité, au COMEX, un scientifique qui vient porter la parole de l'impact et qui vient apporter son raisonnement. Voilà, qui n'est pas que en fait, des décideurs plutôt business ou impact. Donc c'est important aussi de l'avoir en tête. Et puis après, le ministère des Sports fait des choses. Le plan d'adaptation aussi au changement climatique est en train de se mettre en place. On a plein d'initiatives qui sont vraiment... même des fédérations internationales qui font de la mesure d'impact, de la mesure des retombées aussi, des grands événements sportifs qui ont impacté la Coupe du Monde de rugby au Japon avec des matchs annulés, les feux de forêt et l'Open d'Australie, et des joueurs qui n'ont pas pu jouer, les moments caniculaires pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Parfois, c'est important aussi de montrer que ça ne fait que s'accélérer ces problématiques environnementales. On le voit aussi dans l'actualité. Et donc, le sport est lui-même à la fois impactant, mais impacté. Donc, il va falloir réagir. Je te donnerai aussi d'autres exemples de ce que font certains clubs au UK. Mais il faut savoir que quand même, plus de la moitié des stades au UK, sur les 10 prochaines années, risqueront de subir des inondations massives et récurrentes. On va toucher là au modèle économique même du club. Et là, je peux te dire que les présidents vont bouger parce qu'on ne pourra plus jouer au foot le week-end. Et donc ça, c'est en train d'arriver. Un monde à plus de degrés, on est en plein dedans. Donc c'est une alerte et il faut que les clubs soient aussi force de proposition pour changer ça. Quand je t'écoute, je repense à Don't Look Up. Don't Look Up, on est en plein dedans. Et je m'imagine bien les stades sous les eaux. Je referme aussi cette parenthèse. On parlait de gouvernance, on parlait d'organisation, on parlait d'éducation. On sort des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec peut-être l'organisation la plus vertueuse en la matière dans l'histoire des Jeux Olympiques. Tu peux peut-être nous expliquer ce qui a été fait par Paris 2024 en la matière rapidement et nous dire si tu as déjà des éléments de résultats et d'impact par rapport à ce qu'ils ont fait? Alors, c'est vrai que ça a été pour beaucoup un exemple à suivre. J'étais encore, justement, je t'en parlais tout à l'heure chez Business France. C'est un modèle qui cherche à être exporté. C'est-à-dire, aujourd'hui, les Américains nous demandent comment vous avez réussi à faire ça. Est-ce que vous pouvez nous accompagner? Il faut savoir que LA là, a beaucoup de retard en ce moment sur son plan. Ça a été une réussite sur le plan environnemental. Ça a été une réussite sur l'aspect
recyclage, durabilité, implémentation de systèmes circulaires, la mobilité des fans aussi, ça a été un gros sujet. Hein. Il y a quand même des spectateurs qui sont venus des 4 coins du monde, mais on a progressé. On peut s'imaginer demain, et on en parlait aussi, des fanbases qui soient localisées, qui permettent d'avoir un peu moins de flux de masse. Mais ça reste un exemple qui a été bien mené de gouvernance, de réalisation. Et sur les sujets d'impact, l'héritage des jeux est en train aujourd'hui de se développer petit à petit, se déployer sur les territoires. La sensibilisation à ces sujets, et j'étais justement pendant les JO sur le village des partenaires, et il y avait des moments de sensibilisation du ministère, des moments de sensibilisation aussi de Paris 2024. Des progrès ont été faits par rapport aux autres JO qui sont colossales. Après, ça reste un méga event. Ça reste un événement où, et je tiens aussi à le dire aux auditeurs et à ceux qui vont nous regarder, il ne faut pas se cacher derrière la compensation carbone. C'est-à-dire, j'achète des crédits carbone, donc mon événement est neutre et vertueux. On a encore une marge de progression qui est énorme. Et demain, on parle aussi potentiellement de n'avoir qu'une seule ville qui accueillerait les JO. Tout ça, c'est des débats. C'est est-ce qu'il faut encore des méga-events et encore des Jeux Olympiques. Mais ça reste, pour moi et pour beaucoup, un exemple de réussite sur le plan sportif et de performance, aussi sur le plan de l'impact. Mais c'est la question qui se pose, c'est ce qu'il faut encore en avoir demain. Et si on dit ça, on est bien content, Paris l'a organisé. Dit ça à une ville qui est émergente et qui souhaite aussi organiser ses jeux. Tu peux dire, bah non, toi non, moi c'est fait. Et là, c'est très compliqué philosophiquement. Et ça, c'est le débat structurant entre les pays qui étaient les plus avancés et ceux qui commencent à bien émerger. On a parlé de gouvernance, on a parlé d'organes, mais il y a un élément qui est assez central, c'est mesurer. Qu'est-ce qu'on mesure Est-ce qu'on a des mesures qui sont assez universelles pour être d'accord entre tous les pays Est-ce qu'une émission dans un pays, ça vaut la même émission que dans un autre pays? Éclaire-nous un peu sur ça, parce que la mesure, c'est quand même un espèce de serpent de mer, quoi. Alors, je vais te donner une autre anecdote qui est assez intéressante. Quand j'étais chez 17 Sports, on avait essayé de faire un classement de se considérer comme le club de foot le plus purposeful. Donc, quand on dit purpose en France, c'est un terme qui est un peu moins connu, c'est ces enjeux d'impact global. C'est-à-dire un club est purposeful dans le sens qui ont une raison d'être. Voilà, sa raison d'être. Et il intègre les critères des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies dans son développement. C'est-à-dire, par exemple, avoir une équipe féminine, avoir un centre de formation pour les jeunes, éduquer les jeunes sur des sujets de transition, mesurer, avoir un impact carbone, etc., etc. Si on fait un classement aujourd'hui des clubs européens les plus vertueux, d'après toi, qui tendent le plus vers les 17 critères. Voilà, vers les 17 critères dans leur globalité, pas que écologique. C'est-à-dire que tu prends tout dans sa globalité. D'accord. Social, inclusion, gouvernance, etc. Quel est le club le plus vertueux aujourd'hui qui, pour moi, pour en tout cas ce classement, est dans le top des clubs. Dans le foot ? Dans le foot. Ouais. Je sais pas, Dortmund ? Alors écoute, je vais te dire une réponse qui va pas te plaire, c'est-à-dire aucun. Okay. Pourquoi aucun ? Parce que aucun club n'est capable aujourd'hui, et on a essayé de le faire, de nous fournir de la data, de la donnée, de la mesure sur ces différents 17 ODD. Personne n'a mis... Le club n'a pas mis son club au regard des 17 objectifs de développement durable. C'est voilà, ça objectifs de développement durable. SDG en anglais, Sustainable Development Goals. Donc si tu essaies de faire un ranking de tous ces clubs par rapport aux 17 ODD, c'est impossible parce que certains sont opaques sur l'égalité salariale dans leur club, certains sont opaques sur la mesure de l'empreinte carbone, certains sont opaques sur les fonds provenant de la gouvernance. Impossible de savoir. C'est impossible parce qu'on n'a pas créé les conditions de la mesure ou c'est une non-volonté? C'est les deux. Okay. C'est les deux, mais je pense qu'il y a une partie des rétentions quand même, dans le sens où les clubs savent aujourd'hui que dans leur trajectoire de décarbonation, ils ne respectent pas forcément les accords de Paris dans un plan long terme. Les clubs savent qu'il n'y a pas forcément parfois d'équipe féminine ou que l'équité salariale homme-femme dans un club n'est pas respectée. Donc, impossible à mesurer. C'est pour ça que je te dis que la mesure, c'est important. C'est qu'aujourd'hui, comment aussi derrière flécher les capitaux vers les mieux faisants, vers les plus vertueux, si déjà on n'a pas mesuré et on ne sait pas qui fait quoi. Voilà. Et sur les enjeux de mesure en France, si tu prends les clubs aujourd'hui, ça commence petit à petit à intégrer du bilan carbone, ça commence dans les clubs du rugby aussi, c'est encore marginal, ça commence à se structurer avec des directions RSE, mais il n'y en a pas beaucoup. L'Olympique Lyonnais fait des choses super, Brest se structure, mais en général, le directeur RSE, il a 3 casquettes. Et il fait la com et le market. Ce n'est pas un département dédié qui s'occupe de la transformation des clubs.
La LFP fait des choses aussi très intéressantes sur les points de licence club. On va en parler. C'est comment tu fais en sorte, et tu sais que pour opérer un club aujourd'hui, il faut avoir un certain nombre de points de licence et des critères à respecter. Avant, il y a quelques années, ces critères de licence club n'intégraient aucun sujet, on va dire, de transition écologique. C'était très ancré social, plus facile pour le sport, pour le foot, l'écologie un peu moins. Là, des points arrivent de licence club, donc c'est-à-dire avoir un bilan carbone, intégrer la décarbonation des espaces FMB, on va en parler, etc., etc. Donc des points de licence club. Si tu ne fais pas ces enjeux de mesure, si tu ne mesures pas, eh ben, tu n'auras pas 100% de ton montant de droits TV. Donc on commence à allier le cash. Pas des droits télé en ce moment, c'est un sujet. Déjà qu'il y en a pas beaucoup. Et si en plus ils sont réduits parce que tu n'es pas éco-responsable, si tu veux ça. Ouais. Donc tu vois, il y a quand même aujourd'hui déjà un lien de causalité fort entre mesure, implémentation de solutions concrètes de décarbonation et le cash que tu peux recevoir des instances. Là, c'est la Ligue qui met en place ce système avec les droits TV, mais c'est pareil sur des critères de décision de sponsors. Et on va en parler avec une anecdote qui est incroyable sur un sponsor, les sponsors qui choisissent aussi maintenant des clubs vertueux. Donc, tu vois, la mesure est importante. Peu de clubs le font, mais ça commence à rentrer dans les mœurs. On commence à comprendre que c'est un sujet business. Et donc, il faut y aller et il faut les accompagner et il faut leur proposer des outils de mesure. Mais c'est du temps. Mesurer, ça prend du temps. C'est de la ressource. Parfois, c'est un ETP à plein temps qui est nécessaire pour un club qui survit ou qui n'a pas les ressources pour. Qu'est-ce qu'on vient l'enquiquiner avec un ETP en plus ? Aujourd'hui, il a intérêt à le faire parce qu'il va s'en apercevoir que c'est un enjeu aussi business. Et puis, ça permet de faire des économies aussi. Quand on mesure, on sait qu'on a une fuite d'électricité ici. On sait qu'on a une fuite d'eau là. On sait qu'on pourrait améliorer son système de tri des déchets. Donc, on gagne de l'argent aussi en mesurant, en sachant qui on est. Voilà. Et donc, on peut aller plus loin et mieux se développer. Ouais. Mais tu le dis bien, c'est vécu aujourd'hui comme un coût parce que le coût de la mesure, il est certain. Oui. C'est quoi l'obligation, pas l'obligation, mais le devoir des instances publiques dans la détermination des critères de mesure et l'obligation qu'elles posent sur les opérateurs à mesurer? C'est une bonne question. Alors, c'est parfois dur d'obliger des structures privées, mais les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Tu vois, il y a des lois qui sont en train d'arriver. On va pouvoir en discuter aussi. Des lois qui te contraignent aujourd'hui à avoir ou du reporting extra-financier. On parle de CSRD. La loi AGEC aussi sur l'économie circulaire, justement, interdire et bannir le plastique à usage unique. Si les clubs ne s'y mettent pas, ils vont commencer à souffrir aussi pour intégrer telle ou telle solution dans leurs espaces. Si le club n'a pas pris à bras le corps le fait d'utiliser des solutions de réemploi ou réutilisables et que la loi passe, entre les amendes, le fait d'avoir des interdictions, des fermetures d'espaces, etc., ça va impacter le modèle économique. Donc, on a intérêt à l'accompagner. Et puis, normalement, c'est le rôle aussi des instances LFP ou FFF ou pouvoir public, ministère des Sports, COJO, CNOSF, d'accompagner ces structures avec des outils. Et ils le font déjà. Certains proposent des outils de mesure, certains font des recommandations d'acteurs et de structures, certains commencent justement à accompagner les clubs en disant, voilà, pour la mobilité, tu as cet acteur-là, faisons un rendez-vous avec la direction RSE des clubs et puis on vient vous pitcher des solutions sans être partie prenante. Et ça commence aussi à arriver. Et les instances aussi comme Sportsora, la Sportec ou d'autres ont des solutions aussi à apporter, se réunissent en collège de décision et viennent là aussi éduquer l'écosystème pour qu'il se transforme. Ouais. Là, tu me donnes un peu le tournis, je dois t'avouer. Je me mets à la place d'un patron de club, d'un patron d'instance. Ouais. Je priorise comment? Je commence par quoi? Sur quoi je bosse en premier? Et quel sera le reward que je peux en obtenir, tu vois? Quand tu vas commencer ton process de mesure, alors en mesure, on parle d'empreinte carbone, scope 1, 2, 3, il faut mesurer jusqu'au bout. Les externalités indirectes, scope 3 en général, elles ne sont pas mesurées parce que c'est celles qui sont les plus difficiles à alors, scope 1, scope 2, vas-y, on se concentre sur ça. Je vais te le redire précisément. Le scope 1 aujourd'hui, donc c'est les émissions directes de gaz à effet de serre émises par l'entreprise. Donc ça peut être le chauffage, ça peut être tout type d'émissions. Le scope 2, c'est indirect, plutôt lié à l'énergie. Et le scope 3, là, on est sur les émissions indirectes de l'entreprise. Donc là, on a les achats de marchandises, les services, etc., etc. Donc le scope plutôt indirect. Si on doit prioriser aujourd'hui, point important quand tu vas faire ta mesure, et ça, c'est les études qui le démontrent, les études du Shift Project et de SAMI,
On a des organisations de labellisation comme Fair Play for Planet aussi, incroyables, qui font des choses super. Aujourd'hui, on va dire que l'empreinte la plus conséquente, c'est la mobilité, c'est le déplacement. Voilà, ça c'est 80% de l'empreinte carbone d'un club, même d'une fédé, d'un événement, c'est le déplacement. C'est-à-dire, si on doit prioriser, essayons en premier lieu d'adresser ce sujet. Et ça, il y a des acteurs qui sont super, qui permettent justement d'apporter des solutions assez concrètes. Stadium Go, par exemple, avec Romain Lauvergnat, que je salue ici, promouvoir le covoiturage entre supporters, ça paraît assez simple, et pourtant, c'est une des solutions. Plutôt que chaque supporter vienne avec sa propre voiture. Que j'ai reçu sur le podcast. Que tu as reçu aussi. Romain. Tu vois, Romain, entrepreneur incroyable, et c'est vrai que la solution aussi du covoiturage est une solution intéressante. Wheelskip, par exemple. Peu de monde connaît cette organisation, Wheelskip, très intéressant, et je salue aussi les deux cofondateurs qui seront présents sur le SportMed Summit. Wheelskip, tu installes des systèmes de parking à vélo qui sont modulables, c'est-à-dire quelqu'un arrive, t'installes ton parking surveillé et permet aux spectateurs de venir avec leur vélo. Parce qu'en général, le fan, il a peur de ou se faire piquer son vélo, ou se le faire péter, etc. etc. Et donc, tu as un système de parking, de place, qui est modulable et qui est juste pour le match. Il travaille avec le PSG, je crois déjà, et qui permettent aux fans, aux supporters de venir avec leur mobilité, vélo cargo, vélo, leurs enfants. Donc là, tu décarbones aussi. Permet d'avoir tu as les transports aussi publics. Je pense que c'est le rôle de la ville aussi de nouer des partenariats en disant, voilà, le soir de match, gratuité pour les transports, ou réduction si vous venez en métro, ou réduction si vous venez avec une mobilité douce. Ça, c'est important. Et puis après, c'est des incitations des clubs qui ont plein de leviers. Brest est en train de le faire. Là, je lisais récemment dans la super newsletter News Uni, est en train de le faire sur des points de fidélité. S'appelle viens donc faire un tour à Leblé, Stade Félix Leblé. Voilà, petite référence. Et donc là, on demande aux spectateurs de promouvoir des mobilités douces, de venir en vélo, de venir en covoiturage, et on gagne des points de fidélité. Et ces points de fidélité sont convertibles ensuite par de l'achat de merchandising, etc. Donc on peut le lier, cet enjeu-là, à des rewards, à des jeux concours, le gamifier. Et je crois que c'est important aussi. Si on veut rendre, et ça c'est un gros axe, la transition écologique cool et fun, il faut le gamifier. Il ne faut pas que ce soit punitif. Sinon, les gens en ont vraiment marre des images atroces, je caricature, d'orang-outans dans la forêt de Bornéo. C'est compliqué, c'est dur, ça plombe un peu, ou si c'est punitif, je le fais pas, ou je prends le contre-pied, tu vois. On le voit aux États-Unis, les critères ESG ou RSE sont en train de voler en éclats. L'objectif, c'est de le réenchanter, le rendre cool, fun, gamifié. Et là, on peut arriver, selon moi, ça c'est mon prisme, c'est ce que j'essaye de faire, à le rendre accessible et à vraiment faire en sorte qu'il y ait une transformation, une transition. Là, on a parlé des fans. En effet, c'est des fans qui se déplacent. Il y a 45 000, 80 000 personnes qui se déplacent sur un stade. Tu as aussi évidemment les athlètes, les équipes professionnelles. Il y avait eu quelque temps cette conférence de presse qui avait fait un peu scandale entre Mbappé et Galtier. Où en fait ils s'étaient déplacés, je crois, à Lille en avion. Et en fait un journaliste les avait interpellés en disant mais est-ce que c'est bien nécessaire de se déplacer en avion, et donc Galtier avait dit vous voulez qu'on se déplace en char à voile. C'est un peu ça l'anecdote. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le sport de très haut niveau, et pour les athlètes professionnels qui se déplacent tous les 2-3 jours et qui prennent l'avion tout le temps, en vrai. Mais écoute, là aussi, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a quelques années, quand je me suis lancé sur ces sujets... Et Kylian Mbappé, il est avec nous. Voici. Kylian, installe-toi. Monsieur Galtier, bonjour. Non, tu vois, il y a quelques années, alors j'avais un positionnement assez activiste. Là, je t'expliquerai aussi pourquoi je suis passé d'un positionnement activiste à advocate, c'est-à-dire j'ai plus d'impact à essayer de changer de l'intérieur, c'est un peu le verre est dans la pomme, que de dire t'es nul, c'est pas bien, etc. Je pense que dans une société, il faut les deux. D'ailleurs, c'est démontré qu'il faut les deux. Il faut un peu d'activisme et un peu d'advocacy si on veut transformer les choses. Mais il y a quelques années, quand le PSG, c'était avant l'épisode du char à voile, quand le PSG avait fait un Paris-Lille. Donc, écoute bien cette anecdote. Paris-Lille. Le jet privé qui décolle de Paris, qui arrive à Lille. Pendant ce temps-là, le bus du PSG voyage à vide. Pendant le même trajet. Donc, 2 hérésies en même temps. C'est quand même 1h30 en train, Paris-Lille. Et après, je vais te dire pourquoi aussi la sécurité, ça peut aller. Et donc, ils font ce déplacement-là.
Pourquoi ? Pour que les caméras... Alors, je voudrais juste qu'on dise que t'as mimé le déplacement du car et celui de l'avion en même temps, et ils sont arrivés en même temps. Et j'avoue que je suis assez impressionné parce que je voyais bien le car et l'avion. Et comme le bus est à vide, il va plus vite. Il va plus vite, il va plus vite, c'est pour ça. C'est une question de physique. Ouais, non, mais bravo. J'étais très bon en physique chimie à l'époque. Et donc je dénonce. Je fais un post LinkedIn, tu vois, là, qui me dépasse. Typiquement, ça me prend des proportions énormes. Je dis c'est une aberration, etc. Donc là, tout le monde s'y met. Gros débat. Sécurité, pas sécurité. La SNCF, Jean Covici qui arrive. Voilà. Donc l'équipe s'en empare. Le journal L'équipe fait un papier. Et finalement, les joueurs sont rentrés en bus. Pour te dire que ça a tellement pris d'ampleur. Je sais pas si, mais ça a été. Et donc là, tu te fais insulter. C'est-à-dire, mais non, mais la sécurité, etc. Quelques années plus tard, qu'est-ce qui se passe ? Des joueurs commencent à voyager en train. Rennes. Le 15 de France prend un train. Ça s'est quand même plutôt bien passé. J'ai pas eu d'attaque au fourgon sur le train. Les équipes commencent à se déplacer en train. La sécurité, c'est possible. Et je salue Nathalie Lanier, la directrice des voyages groupes de la SNCF, qui sera présente aussi sur le SportMed, qui œuvre à la décarbonation des transports des équipes professionnelles notamment. Tous les clubs devraient s'en inspirer et tous les clubs devraient intégrer dans leurs déplacements des enjeux de déplacement en train. D'ailleurs, ils feraient des économies et ce serait aussi plus important. Donc la sécurité, ça, l'argument ne tient plus. Il y a quelques années, c'était ce qu'on opposait en permanence. Si c'est bien amené, et je pense que la SNCF est capable de le faire, on pourra aussi décarboner le déplacement des fans et le déplacement des athlètes et des équipes. Et ça, c'est important. Ensuite, sur les déplacements internationaux, c'est plus compliqué. Quand vous êtes un joueur de tennis et que vous devez vous faire des compétitions aux quatre coins du monde, c'est complexe. Mais là, c'est plutôt aux instances de réduire le nombre de matchs, de réduire le nombre de compétitions. Or, ça a l'air plutôt l'inverse en ce moment. Donc, on va pas trop dans le sens de l'histoire. Ouais. Donc là, le gros poste de coût environnemental, on peut même l'appeler comme ça, c'est en effet la mobilité des fans, des athlètes. C'est quoi les autres postes de coût qu'on pourrait vraiment venir adresser facilement ? Il y a le rapport du Shift Project qui s'appelle Décarbonons les stades, qui était un premier rapport extrêmement intéressant qui a pour moi été aussi assez révélateur sur les ordres de grandeur. En deuxième axe, à peu près pour 15%, on a tout ce qui a trait à la nourriture, à la food, et donc au packaging qui en découle. Voilà, cette globalité, food, packaging. Ça, c'est important, à peu près 15%. Donc je pense qu'il faut aussi s'atteler à ça. J'ai la chance d'accompagner une structure et d'avoir pris la direction de la communication de la RSE de FlyCup. FlyCup était à la confluence. Olivier Rousseau, FlyCup, qui est passé sur Qui veut être mon associé. Un clin d'œil Olivier. Voilà. Et cet axe-là, il est aussi primordial pour moi parce qu'il touche à énormément de sujets. Il touche aux enjeux de nourriture, de nutrition. J'espère qu'un jour on aura plus de menus véganes ou moins carnés dans les clubs. Aujourd'hui, l'offre de restauration, malheureusement, dans la majorité de clubs de foot, de rugby et d'autres, c'est pas encore ça. On est plutôt parfois sur de la malbouffe que sur des sujets, on va dire, de décarnation, on va dire, de la food. Et puis il y a les enjeux, bien sûr, qui est au cœur d'un modèle que nous on est en train d'implémenter avec Olivier, de recyclage, de réemploi, de réutilisation, de contenants. C'est qu'est-ce qu'on utilise aujourd'hui pour faire en sorte, un peu comme l'épisode de l'Eco-Cup que tout le monde connaît sur la partie drink, qui d'ailleurs parfois est remise en cause, c'est un peu plus complexe qu'on ne le pense. Comment on fait en sorte que les contenants food qui contiennent la nourriture de ces clubs, de ces fédés, de ces instances-là, soient réutilisés, qu'il y ait ces enjeux de réemploi. Et là, ça impose d'autres contraintes aussi, de lavage, d'éducation, de consignes parfois. Mais l'implémentation de modèles de circularité est aujourd'hui un axe qui est important à prendre en compte. La LFP, on a discuté avec la LFP et FlyCup pour justement proposer des solutions de ce type, pour aider aussi ces clubs à se décarboner. Et puis, ce qui est intéressant et ce qu'on cherche aussi, c'est que le partenaire s'en empare, des partenaires environnement. Dans certains clubs, à l'Olympique Lyonnais à l'époque, il y avait Veolia, par exemple. Et Veolia aidait le club à intégrer des sujets de mesure, des sujets de décarbonation. Donc, Suez aussi, dans certains clubs. Suez à l'Olympique de Marseille, par exemple, qui ont des choses aussi super, sur des panneaux photovoltaïques et d'autres. Donc, tu vois, la priorité numéro 2, ce serait celle-là. Et ce serait de travailler sur ces modèles de réemploi, de circularité, et pas que d'ailleurs sur la food demain, sur plein de sujets. Je salue aussi Maxime Chussot, qui est un expert sur les enjeux de recyclage et de réemploi.
travailler avec l'UEFA, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait des bâches? Qu'est-ce qu'on fait des kakémonos qui sont brandés une année, marqués 2012? Qu'est-ce qu'on en fait de toutes ces supports-là? Il faut aussi promouvoir le réemploi et la réutilisation. Et ça, c'est des sujets à développer aussi. Ouais. Hyper intéressant. Dans le sport, il y a des acteurs qui sont prépondérants et qui sont majeurs. C'est les sponsors. Ouais. Les partenaires. Il n'y a pas d'événements sportifs, il n'y a pas de club, il n'y a pas d'athlètes. En tout cas, à haut niveau, il n'y a pas aussi des sponsors et des partenaires qui financent le sport. Ils le financent parce qu'en fait, ils veulent s'adosser à un sport pour un peu réélever leur image ou pour atteindre des objectifs business. Mais par contre, le sponsoring coûte à la planète, parce qu'en fait, on paye un droit de sponsoriser une propriété intellectuelle du sport, mais aussi on a le budget d'activation pour le faire savoir, pour le faire connaître. Et c'est aussi ces budgets-là qui viennent impacter l'ardoise environnementale du monde du sport. Et tu voulais un petit peu revenir aussi sur ce sujet. Ouais. L'enjeu du sponsoring, il est primordial pour un club. On sait que le sponsoring pour un club, une fédé, un ayant droit, ça représente une certaine partie d'un budget de fonctionnement, donc c'est extrêmement important. Et pour certains sports, c'est vital. Et c'est vital. Voilà. C'est vital. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de sport ou il n'y a pas de développement du sport. Ouais. Donc le sponsoring, pour moi, est un axe extrêmement important. Et donc là, je travaille sur ce sujet depuis beaucoup d'années. On constate aujourd'hui qu'on a, et ça c'est une étude du New Weather Institute qui te démontre qu'on a quand même, je crois que c'est plus de 250 sponsors qui sont issus d'industries polluantes et donc ça c'était l'année dernière, et qui continuent à irriguer les plus grands clubs, les plus grandes instances. Quand je dis sponsor polluant, c'est complexe et c'est un peu plus gris que noir ou blanc à prendre en compte. Ce qui est important aujourd'hui pour une marque, pour un sponsor, c'est d'être en adéquation avec les accords de Paris. C'est-à-dire avoir une trajectoire de décarbonation qui soit normalement mesuré, certifié par une tierce partie externe et qui te démontre que tu as une trajectoire, que tu as un plan pour respecter ces accords et faire en sorte que demain, on ait un monde qui soit pas à plus 2 degrés. Tu vois, donc on respecte les accords de Paris dans une trajectoire de décarbonation, dans un plan de décarbonation. Ça, c'est ce que font des grands groupes qui sont des sponsors du sport, mais qui ont plein d'axes de décarbonation et dont le sport n'est qu'une partie. Il y a quelques années, donc sur cet axe-là du sponsor, on a, et même il y a 2 ans, avec les équipes du Change Now Summit, que je salue aussi, le Change Now, super événement d'impact qui est maintenant international. On a travaillé, et 17 Sports d'ailleurs, sur le Sport Sponsors Climate Pledge. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sport Sponsors Climate Pledge? C'est, tu prends des grands sponsors du sport, Accor et le PSG, EDF, Orange, Sodexo, ça c'est les signataires du Pledge. Et donc, ce sont déjà des acteurs qui eux-mêmes se décarbonent, qui eux-mêmes ont une trajectoire de décarbonation, qui eux-mêmes tendent à respecter les accords de Paris sur le long terme. Ils vont signer une charte, ils vont signer un engagement, et ils vont demander à leur ayant droit, ils vont demander au PSG, ils vont demander à l'entité qui sponsorise, d'elle-même respecter les accords de Paris dans leur trajectoire de décarbonation. Sinon, ils ne vont pas, on va dire, fournir le 100% de leur montant du sponsoring. Tu vas éco-conditionnaliser un montant de sponsoring financier à une trajectoire de décarbonation. Tu vois, tu vas lier du cash à un enjeu de décarbonation. Donc, Accor, Sodexo, Orange, etc. ont signé cette volonté-là de pouvoir proposer, même aider. C'est d'abord une discussion qui est bipartite. C'est pour accompagner aussi le club. C'est une sorte, pas de pression, mais plutôt de reward supplémentaire. Si tu le fais, on peut même débloquer un budget supplémentaire. Si tu décarbones, je te donne pas 1 million, mais tu as 1,5 million. Tu vois, tu le fais plutôt par la carotte que par le bâton. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, le Sport Sponsors Climate Pledge, c'est ça. C'est faire en sorte que les sponsors qui sont vertueux eux-mêmes mettent en quelque sorte une discussion sur la table avec les ayants droit qui sponsorisent et qu'il y ait une transformation vertueuse qui s'opère. Ça, c'est pour les vertueux. Pour ceux qui eux-mêmes ne respectent pas ça, certaines compagnies aériennes, certaines boîtes qui sont sur le oil and gas, c'est difficile pour eux de signer ce genre de protocole puisque eux-mêmes ne respectent pas les accords de Paris et eux-mêmes sont des industries qui sont polluantes. Donc, c'est complexe. Qu'est-ce qu'on fait avec le cash qui est reçu par ces sponsors? Voilà, t'as plein d'équipes qui sont pieds et poings liés à des sponsors qui polluent. Donc, c'est assez complexe dans sa définition. Je pense aussi, et c'est là où la casquette d'advocate, elle est importante. Tu peux expliquer ce que c'est l'advocacy? Ouais, l'advocacy, c'est on
on va dire, la méthodologie qui vient aider quelqu'un à se transformer. Tu es advocate quand tu ne dis pas toi, tu es nul, mais je vois que tu as un problème, je vais t'aider à résoudre ce problème. Je pense que c'est là où on va réussir comme ça, c'est-à-dire, et je prends même l'exemple de Total, qui Total est pas forcément l'industrie la plus vertueuse, c'est loin de là. Est-ce qu'on peut aider Total à se transformer et à passer sur des énergies renouvelables et à faire en sorte que Total n'investisse plus ou de moins en moins vers des énergies, vers des forages pétroliers par exemple, ou sur des énergies polluantes. Est-ce que tu peux accompagner Total dans sa trajectoire de transformation? Si oui, essayons de le faire. Si tu vois que c'est pas sincère et qu'en fait c'est un petit coup de peinture verte et un peu de greenwashing, là par contre tu montes les dents, activisme, et là par contre tu pars sur une autre forme on va dire de transformation. Mais avant cela, t'es un club, tu pollues, t'es une fédé, tu pollues, t'es un sponsor, tu pollues. Attends, je peux peut-être t'aider là à faire ton état des lieux. On parlait de mesures tout à l'heure. Je fais ton état des lieux, je t'éduque, je fais ton état des lieux, et ensuite je t'aide à te décarboner et je t'aide à aller vers des stratégies plus vertueuses. Si malgré cet accompagnement, ces conseils, etc., tu ne m'écoutes toujours pas, c'est-à-dire tu n'es pas sincère, tu continues à faire tes projets polluants, etc., là, à ce moment-là, je décide de me désolidariser de ton image de marque et je ne souhaite pas y aller. Et je vais te donner là une anecdote qui est assez probante. Il y a quelques années, un concurrent direct de Back Market est venu nous voir. Donc Back Market, tu connais, c'est le reconditionné, etc. Donc un concurrent de Back Market qui a déjà intégré dans ses statuts des enjeux plutôt d'impact, le réemploi, la décarbonation, etc., etc. Ce sponsor-là, cet acteur-là, cette marque-là nous a dit: j'ai 1 million d'euros à mettre, j'aimerais m'associer à un club de foot en France. Qui tu me conseilles? À qui je peux associer mon image de marque et donc, in fine, projeter mon 1 million d'euros de montant de sponsoring? Qui tu me recommandes comme club? Qui est en adéquation avec les accords de Paris? Qui a une trajectoire de décarbonation qui respecte les accords de Paris, pour lesquels je peux associer mon image de marque et donc investir, et donc associer mes collaborateurs, mes équipes projets, etc. J'en avais aucun. J'en avais aucun à proposer. Il n'y en avait aucun. Donc, les clubs, certains clubs, ont perdu. Il y a 1 million d'euros qui a été perdu. Ils ont fini par injecter ça dans le mouvement amateur féminin, ce qui est super. Je te dis juste que c'est des opportunités de sponsoring qui sont perdues et qui seront de plus en plus perdues. Parce que les nouveaux acteurs émergents, les nouvelles néobanques, les Gringottes, tous ces acteurs-là qui émergent de l'impact, ils ne veulent pas associer leur image de marque à des acteurs qui eux-mêmes n'ont pas un même alignement. C'est encore marginal ce que je te dis. Ça n'est que le début de cette histoire-là. Mais du coup, ça arrive. C'est ça. Est-ce que c'est les corporates qui vont infléchir les clubs et les fédés, ou est-ce que c'est les clubs et les fédés qui vont être plus vertueux et mieux disants pour infléchir la politique des sponsors? C'est une excellente question et je pense que ça va être un peu bipartite et ça va être au cas par cas. Il y a aussi des acteurs qui vont te dire, mais ça c'est assez dingue, je l'ai vécu aussi, je ne vais pas citer le nom, mais oui, tu peux balancer tout ici. Pas balancer le nom. Mais il y a aussi des acteurs qui vont dire, ah ouais, si le sponsor me demande de moi-même me transformer, c'est simple, je lui dis dégage et j'en prends un autre. C'est-à-dire que c'est l'ayant droit qui décide, c'est pas le sponsor, c'est pas le cash du sponsor qui va, c'est l'ayant droit qui dit, moi de toute façon, à part toi, j'ai 2 autres marques qui se battent à la porte, donc si toi tu m'imposes, moi, un changement structurel de décarbonation, une stratégie d'implémentation écologique à mettre en place, alors je ne te prends plus. Donc c'est le sponsor qui stresse de venir parler de ces sujets. Donc tu vois, des fois, c'est pas du tout dans le sens qu'on s'est dit, je me suis toujours dit, tiens, c'est le sponsor qui va, avec son cash, qui va leader un peu la discussion. Ce qui n'est pas le cas. Et donc, tu as intérêt quand même à aligner aussi les planètes. Après, si c'est 2 entités qui s'en foutent, c'est bien, ils s'alignent et tant mieux. Mais c'est pour te dire que ça, c'est une transformation qui s'opère petit à petit. C'est ce qu'on voit arriver dans les clubs, dans les fédés. Et quand je te parlais d'éco-conditionnement tout à l'heure, des flux financiers, l'éco-conditionnement des flux de sponsoring, tu vois, c'est en train d'arriver et associé à des critères de durabilité. Donc, on parlait tout à l'heure de flux, des retombées médias, des flux des décideurs politiques, puisque les collectivités l'intègrent dans leurs appels d'offres, les flux financiers des sponsors, ça commence à faire pas mal de pression financière qui gravite petit à petit autour de ces institutions. Donc, tu as intérêt quand même, tu vois, à y aller, sans parler de la pression des fans, qui deviennent quand même de plus en plus des éco-supporters, même si on n'est pas du tout encore. C'est-à-dire que le tri dans les stades, on n'y est pas.
Mais ça te montre la pression pernicieuse qui arrive, la CSRD, les reportings extra-financiers, etc. L'Europe, en tout cas, est en train de prendre ces sujets à bras-le-corps. Ouais. Et donc, je conseille et je recommande vraiment aux institutions sportives d'y aller parce que dans les années qui viennent, ça va s'accélérer. Ouais. Non, mais en fait, il y a une énorme opportunité pour les clubs, les fédés, parce qu'ils vont étendre et sous-découper leur IP. Oui. Et créer des nouvelles classes d'actifs sur lesquelles des sponsors pourraient vouloir se positionner. Et ces nouvelles classes d'actifs, ça pourrait être des classes d'actifs à impact environnemental positif, à impact social positif. Il y a de plus en plus de clubs qui se transforment en entreprises à mission. Oui. Il y a l'Aviron Bayonnais, le CSP Limoges est dans cette démarche, l'Asvel féminine est dans cette démarche. Et donc, à travers cet objectif, cette vision, cette trajectoire, ils vont pouvoir commencer à créer des poches de sponsorship et de partenariats sur lesquels des boîtes vont vouloir aussi s'adosser à cette démarche vertueuse et mettre de l'argent pour être adossés à cette démarche vertueuse. Et donc, il faut faire preuve de créativité aussi pour les clubs et les fédés parce que c'est ainsi une opportunité business en même temps d'être vertueuse. Ouais. Et je vais te donner un exemple très concret. Hein. Ça va parler aussi vachement aux auditeurs. Le club des Forest Green Rovers. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, les Forest Green Rovers, c'est un club anglais, le club le plus éco-responsable du monde, qui est porté et qui est gouverné par un mec qui s'appelle Dale Vince. Dale Vince, c'est un mec qui a une boîte d'énergie renouvelable au UK, donc qui a un peu de cash sur les énergies renouvelables, et qui a vraiment intégré l'éco-responsabilité au cœur du modèle économique du club. Donc les supporters mangent vegan, les joueurs mangent vegan, la pelouse elle est en pelouse synthétique, c'est des maillots en fibre de bambou écologique, etc., etc. Aujourd'hui, ils sont en division 3 ou division 4, je crois. Aujourd'hui, ils ont 125 fan clubs dans le monde parce que tout le monde a envie, mais c'est quoi ce club écolo ? J'ai envie de m'associer à ce club. Ils ont des médias qui viennent des 4 coins du monde pour interviewer les joueurs pour voir s'ils font pas des malaises vagales en jouant, pour interviewer Delvins, du Japon, du truc. C'est quoi ce club incroyable ? 4000 maillots vendus à travers le monde, 125 fan clubs dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est qu'un club ? Pourquoi ils drive autant de... Quand ils jouent à la télé, tout le monde veut les voir. Tiens, c'est le club écolo. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont tomber comme des mouches ? Et ils font des audiences de dingue. J'ai eu les chiffres des audiences. Hein. Je discute avec la directrice du sponsoring. Et alors, la chose la plus incroyable, c'est que pour être partenaire maillot des Forest Green Rovers, je vais te citer une fourchette de prix. C'est entre 100 000 et 150 000 pounds la saison. Quand dans la même ligue, et il y a des marques se battent pour être associées, ça. Innocent, les Jus, ça. Dans la même ligue, les autres clubs galèrent à avoir 30 000 pounds, ils sont en division 4 Pourquoi ce club, lui, attire des partenaires, des médias, les retombées médiatiques sont énormes, des marques, tu vois, les back market qui s'y étaient intéressés. Pourquoi ce club est en train de réaliser quelque chose d'assez grand? C'est parce qu'il a intégré dans tous ses strates de développement, sponsoring, marketing, merchandising, etc., des enjeux de durabilité. Et donc, moi, je rêve qu'en France, on ait un Forest Green Rovers, tu vois. J'en rêve de créer ça. Ce club totalement purpose-driven, comme on en parlait. Pas que écologique, sur tous les sujets. Et je peux te dire, et j'en suis persuadé, qu'il y aura des partenaires et que les montants financiers demandés ne seront pas les mêmes que ceux de la même ligue. Et après, il y a la performance, bien sûr. Ouais. Et on sait que ça drive là aussi beaucoup de retours financiers. Mais ce club est en train de monter de division en division. La FIFA en a fait un documentaire avec des moyens colossaux. Je vous invite à regarder ce documentaire sur ce club. C'est un cas pratique que moi je partage auprès des étudiants que j'ai en général des différentes écoles dans lesquelles j'interviens. C'est vraiment un cas concret, business, qui fonctionne et qui n'a pas été dupliqué encore. Donc qui est prêt à y aller ? Voilà, c'est un vaste sujet. Ouais. Bah, du coup, je vous encourage à bien suivre CSP Limoges, qui a été repris cet été par un homme assez inspirant et qui a une vision incroyable pour ce club et ce beau joyau du basket français. Génial. Pourquoi il faut agir maintenant ? Pourquoi on a besoin de... Pourquoi c'est important ? Pourquoi il faut agir Pourquoi il faut agir ? Est-ce que c'est vraiment le sport qui doit mener la lutte de ce truc-là ? Pourquoi il faut agir ? Alors là, tout de suite, première recommandation, la vidéo faite par Manchester City, Exilem.
Ouais. Je sais pas si Je l'ai pas vu, non. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Ça, cette vidéo-là, elle illustre pourquoi il faut agir. J'enjoins tout le monde à aller la voir parce que c'est aussi un cas incroyable. Manchester City, alors Xylem, c'est une entreprise qui travaille sur justement l'accès à l'eau, le recycling, vraiment les économies un peu le BWT, etc. qu'on peut avoir au Stade Rennais, qui fait des choses aussi super sur des fontaines à eau au Stade Rennais, etc. Donc, ils ont fait une vidéo où on voit dans cette vidéo-là le club de Manchester City avec des jeunes qui sont chez eux, qui laissent parfois le robinet d'eau ouvert. Tu vois le voisin qui arrose sa voiture, tu vois la pelouse du stade qui est irriguée, en veux-tu en voilà. Et puis le vraiment florissant, l'âge d'or, Manchester City maintenant. Et puis tu vois une projection en 2048. Et là tu vois un rationnement de l'eau goutte par goutte. Tu vois un stade qui est défraîchi, tu vois des bars qui sont fermés, tu vois un monde presque apocalyptique. Mais on s'y dirige un peu presque, tu vois, c'est assez bluffant. De projection, et tu vois que le club est impacté, forcément, la pelouse elle est dégueu, y a des restrictions, c'est vraiment dur à voir. Et ça finit par faites attention, rien que sur éteignez votre robinet quand vous brossez les dents. C'est tout bête, mais c'est une sensibilisation, une activation de sensibilisation de la marque pour les fans. Super vidéo. Pourquoi il faut agir? Parce que justement, il faut qu'on évite d'arriver en 2048 avec ces pénuries-là d'eau. Donc, on pourra même plus regarder nos clubs préférés jouer. Moi, si je vois plus le Racing Club de Lens dans 20 ans, je serais triste. Il faut agir pour ça, pour éviter ça, pour essayer de ralentir. Timothée Parry disait ralentir ou périr, tu vois, sur des enjeux presque de décroissance dans le sport. Mais alors le mot décroissance dans le sport, il est tabou, n'en parlons pas. Pourquoi il faut agir? Moi j'en ai fait une thèse de recherche. L'impact des dérèglements climatiques sur la pratique sportive et sur l'organisation d'événements sportifs. Si tu n'agis pas, même la pratique du sport dans ta ville, quand tu vas faire ton footing, d'ailleurs c'est prouvé, avec un monde à plus de degrés, tu réduis quasiment de moitié ta pratique. Tu pourras plus, il fera des canicules, tu pourras pas aller courir, alors tu seras peut-être dans ta salle climatisée, mais tu pourras plus avoir accès à ton bien-être naturel. Pourquoi il faut agir? Parce que en 2048 peut-être il y aura de plus en plus d'accélération de typhons. On l'a vu sur la Coupe du monde de rugby, j'en parlais tout à l'heure, au Japon, des matchs annulés, c'est nouveau, ça n'existait pas avant. Les feux de forêt en Australie, c'est pareil. À Doha au Qatar, les athlètes qui suffoquent par terre, il faut agir parce que ton sport sera impacté. Et parce que ta pratique sportive sera impactée aussi. Et il faut agir parce que les jeunes générations sont aussi en demande de ces thématiques-là. Si vous voulez recruter dans vos fédérations, et c'est le cas aussi de certains rajeunissements de fanbase, je vais donner un exemple, la Fédération française de golf par exemple. On va dire qu'en moyenne, le golfeur, si je schématise, peut-être me faire des ennemis en disant ça, c'est pas grave. Le golfeur en général, c'est l'homme blanc, cinquantenaire, bedonnant, qui a un peu de cash. Voilà. Comment tu rajeunis et tu donnes envie aux jeunes de faire du golf? C'est pas en ayant des scandales sur les produits phytosanitaires ou l'irrigation, etc. Là, tu risques pas de la rajeunir, tu risques plutôt d'avoir de moins en moins de gens qui prennent leur licence. Tu vas la rajeunir en faisant ce qu'ils sont en train de faire, des labels de golf éco-responsables, en travaillant sur justement le recyclage de l'eau, en travaillant avec l'Office de protection des forêts sur la protection de la biodiversité. Là, tu vas attirer des jeunes qui se disent c'est quand même un sport qui fait des choses pour l'écosystème, pour l'environnement. Donc c'est une notion aussi de survie de certaines fédés d'aller vers ces sujets de rajeunissement, mais aussi de pratique pour les athlètes de cette fédé. Je te parlais de kayakistes. On n'en parle pas de ces gens-là, de ces kayakistes professionnels, médaillés, qui ne peuvent plus s'entraîner dans les rivières. Tout le monde s'en fout. T'as peu d'articles là-dessus. Ils sont obligés de se déporter à X milliers de kilomètres avec leur caravane pour pouvoir pratiquer leur kayak de rivière. Les rivières, ça sèche. Donc c'est important aussi pour ça, pour permettre à ces athlètes de pratiquer leur sport et pour permettre même à tout à chacun, toi et moi, de continuer à aimer ce qu'on aime plus que tout, qui est notre industrie que je défendrai becs et ongles, qui est l'industrie du sport, qui est une des plus belles selon moi. 2% du PIB, mais on a un impact qui est colossal sur le monde. Donc voilà pourquoi il faut le faire. Ouais. Hyper intéressant. On arrive un petit peu vers la fin. On va faire un peu du syntaxe. Dessine-moi ton sport dans 10 ans. C'est quoi le scénario idéal du sport dans 10 ans selon François? C'est une excellente question. Si je me projette, c'est déjà un sport qui aura ralenti un peu. Ouais. Mais moi, je ralentis dans mon débit, là, tu vois.
Je parle un peu moins. C'est vrai que je te c'est avec sentais un petit passion. peu. Ouais. Là, je me sentais habité par. Ça m'habite depuis 10 ans, ce sujet. Donc, je dirais que c'est ralentir. Je reprends l'exemple de Timothée Parry, ralentir ou périr. C'est si on ne ralentit pas un peu, si on n'essaie pas d'avoir un peu moins de matchs, un peu moins de compétition, si on n'essaie pas justement d'intégrer ces sujets de durabilité, de comprendre les enjeux systémiques, écosystémiques, si on ne ralentit pas, alors je pense que le sport aura du mal à se pérenniser comme il est aujourd'hui. Donc ça, c'est important. Je pense aussi que... Mais en fait, ralentir, c'est la thèse des inverses des climato-sceptiques, on les appelle comment? Les activistes ou pas? Les climato-sportifs. Tu peux dire. D'ailleurs, c'est un coucou aux climato-sportifs qui Non, existent mais vraiment. la thèse de la décélération, du ralentissement, c'est une thèse qui risque de pas pouvoir arriver. Parce que est-ce que c'est pas un vœu trop pieux? Est-ce que c'est vraiment par le ralentissement que tu vois la voie de salut, toi? Mais ralentir, tu sais, quand on dit décroître, ça fait peur, mais la décroissance, c'est aussi mère de vertu, est aussi mère de retombées économiques positives. C'est-à-dire, tu sais, aujourd'hui, l'accélération des compétitions et des matchs font que les joueurs se blessent en permanence. C'est un coût colossal, on s'en rend pas compte, mais c'est des externalités, des effets rebonds qui sont très compliqués en termes de retombées économiques. Donc ralentir, ça veut pas dire tout arrêter, ou tu sais, souvent on me dit tu vas retourner à la bougie, tu sais, ces phrases-là, c'est quoi ce mec moyenâgeux, et le progrès, et l'IA, je dis pas, je parle même moi parfois de digital au service de l'impact, il y a plein de choses à faire. Je pense qu'il faut être mesuré, je pense qu'il faut faut pas être blanc ou noir, tu sais. J'ai appris ça aussi sur ces 10 dernières années à être dans la nuance, quoi. Ça, c'est très important, de comprendre les interactions de chacun, de pas être trop activiste, de pas être trop rentre dedans, de comprendre les externalités, d'aider à la transformation. Donc moi, je rêve d'un monde du sport qui soit aussi fédérateur. C'est ce que j'essaye de mener, tu vois. Le Sport Med Summit à Marseille, c'est le fruit de ces 10 années-là. C'est comment je fédère le monde économique, éducatif, associatif, politique du sport ensemble, qui parfois se tape dessus. Ah bah non, moi, si je suis l'activiste associatif, je déteste le grand groupe. Et si moi je suis le grand groupe, tu vois, c'est comment je fédère. Et je crée des tables rondes de l'impact où je fédère sur des sujets très transverses, féminisation, inclusion, etc. Mais ensemble, déjà, je rêve d'un monde qui soit du sportif encore plus solidaire. Et on le voit sur ce que fait des organisations qui fédèrent comme la Sportec, Sportsora, etc. C'est intéressant d'essayer de regrouper ensemble différentes entités. Et c'est compliqué parce que certains vont dire toi tu manges à tous les râteliers, c'est-à-dire tu parles au grand groupe comme à l'association activiste. Il faut pas se perdre non plus dans ces combats. Il y a certaines marques pour lesquelles je ne travaillerai jamais. Voilà, il y a certaines marques que j'ai envie d'aider à la transformation parce que je sens une sincérité. Il y en a d'autres qui sont déjà avancées, j'ai pas besoin d'y aller. C'est pareil pour les clubs. Moi j'ai envie de continuer, mon sport c'est de continuer à accompagner ces clubs vers la transition. Et je pense que si le sport continue à intégrer des sujets d'éco-responsabilité, d'inclusion, le social dans le sport, c'est depuis des années, c'est pas nouveau, des sujets d'impact, je pense qu'on a un avenir devant nous qui est intéressant. Et peut-être que demain, moi, mon sport, c'est aussi lier la performance, à l'impact. Et alors là, on entre sur un autre ère. Exemple, trois premiers clubs de Ligue 1. Ce ne sera pas forcément que ceux qui ont gagné tous leurs matchs. Ce sera sur des critères, là aussi, peut-être les 17 ODD, un classement parallèle. Je dis n'importe quoi, c'est le Racing Club de Lens en premier, sur les critères de l'impact, comme par hasard. Le PSG est très bon en sportif, mais en impact moindre. Et tiens, quand tu fais le ratio des deux, le premier club du championnat de Ligue 1 en France, c'est pas le PSG, quoi. C'est le RC Lens. Incroyable. Dédicace à 1998 et la victoire du Racing Club de Lens, champion de France. Voilà, ça c'est ma vision. Salue Gervais Martel. Salut Gervais Martel qui doit peut-être nous regarder, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, mais tu vois, c'est lier aussi la performance et l'impact ensemble, ce qui est aujourd'hui quand même très dissocié. Parfois on te dit non, c'est soit performance, soit impact, etc. Donc ça aussi, tu peux lier les deux. Et je pense qu'il y a des mécanismes à mettre en place. C'est complexe parce que comment tu juges les critères, comment tu vas mesurer, qui va faire l'audit. Il faut des tierces parties externes qui soient libres, qui ne soient pas attachées à telle ou telle entité, sinon tu biaises le truc, la corruption, etc. Mais on n'y est pas encore. Et les grandes instances comme la FIFA ou autres, je peux te dire qu'elles sont très très loin de ça pour le moment. Et on se demande parfois comment certains critères sont décidés, mais c'est plutôt de la tambouille interne. Ouais.
Je pose souvent cette question à la fin de mes épisodes, c'est qu'est-ce qui te rend optimiste et qu'est-ce qui te rend pessimiste sur ta boîte, ton projet, ta vision? Alors, ce qui me rend optimiste, si je prends l'écosystème, tu vois, de Marseille, dans lequel je suis depuis 2 ans maintenant, c'est la formidable force créative des gens. Moi, quand je suis arrivé là-bas, il y avait un mouvement sportif qui était structuré, surtout autour de l'Olympique de Marseille, mais il n'y avait pas d'événement d'impact. Le sport business et l'impact n'étaient pas forcément associés ensemble. Or, tu sais qu'on est, ce que je te disais tout à l'heure, à la confluence du Maghreb, de l'Italie, de l'Espagne, à 3 heures de Paris. Créer des événements fédérateurs, ça, c'est ce qui me dit qu'on va encore bosser ensemble. C'est-à-dire qu'on va encore faire corps ensemble sur des sujets. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai essayé d'implémenter ça à force de faire des intros, des passes décisives. Je me dis, mais regroupons-nous, même physiquement, tu vois, c'est important de se voir et même se faire ce podcast en physique et non pas derrière un écran. Je crois que ça donne une dimension qui est, pour moi, encore plus forte, tu vois, encore plus prégnante. Donc, regroupons-nous, voyons-nous, rencontrons-nous, discutons. Aujourd'hui, et on le voit sur les réseaux, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat. Moi, quand je crée ces tables rondes, tu vois, la première table ronde, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques 2030, entre retombées économiques positives sur un territoire et défis écologiques. Ah, je peux te dire que sur une table ronde, tu peux créer une cacophonie énorme entre la défense de la montagne, etc., et un acteur qui va... je réunis ces gens et dans un esprit de bienveillance, j'essaie de créer un débat sain où les gens s'apportent et discutent déjà. On a déjà gagné en discutant presque, tu vois. Et après, chacun viendra avec sa petite graine et on essaiera de faire un pas vers l'autre et on ira vers... C'est peut-être un monde un peu bisounours, mais je le vois et c'est ce que j'essaie d'implémenter. Pareil, dans un espace de coworking qu'on est en train de créer avec justement mon associé Olivier Rousseau, réunissons-nous les boîtes de l'impact du sport ensemble. On sera beaucoup plus fort, cet adage bateau, tu sais, ensemble on va plus loin, blablabla. Mais c'est vrai ça. Regroupons-nous et on est en train de le vivre. On a créé cet espace. Tout de suite, on a été chercher des boîtes du sport qui étaient éclatées dans... Mais regroupons-nous. Et là, on voit l'émulation collective. Voilà, c'est dingue. Et les gens sont trop contents. Et ils adorent venir, quoi. Tu vois, tu as cette émulation. Soyons ensemble, les boîtes du sport, faisons corps. Et on aura un poids, tu vois. Je regrette de voir encore le budget des sports est coupé, etc. Enfin, on a un poids formidable sur la société. Les récentes études du Cosmos le démontrent encore. Faudrait qu'on soit encore plus présent. Je rêve qu'il y ait plus d'heures de sport à l'école et non pas qu'on coupe des heures de PS. Je trouve que là, on va pas du tout dans le sens de l'histoire. Et on le voit sur la sédentarité, l'obésité. Je travaille aussi sur ces sujets de sport santé. La pratique du sport, faisons en sorte que les gens fassent du sport. Et je peux te dire qu'aussi pour la société, tout le monde sera content. Les dépenses de santé, on en aura moins. Le trou de la sécu, il sera moins grand. Et puis voilà. Et c'est toute la force du sport dans sa pluralité d'inclusion, de santé et d'écologie. Moi, c'est mon rêve. C'est continuer à fédérer et à être ensemble. C'est ce que je mène sur l'ensemble de mes projets aujourd'hui. Voilà. Autre question un peu de la fin. Ça a été qui et pourquoi les rencontres les plus déterminantes dans ta carrière professionnelle? Il y en a eu beaucoup. Ça peut être des rencontres physiques ou alors juste des rencontres intellectuelles, tu vois, des gens que tu as lus ou des que tu as, tu vois. Je peux t'en citer plusieurs. Moi, le tournant, il s'est opéré quand j'ai fait ma thèse de recherche. Il y a eu des personnalités qui m'ont marqué au départ. Football Écologie France avec Antoine Mich qui lançait sa structure. Delphine Benoît-Mailloux aussi, une experte sur des sujets sport RSE, qui m'a planté les petites graines. Et puis les lectures, Jean Covici, Timothée Paric, ces acteurs-là qui ont commencé à planter des petites graines dans mon mindset en disant tiens, est-ce que ces acteurs-là aussi peuvent s'adresser au sport? Est-ce que je peux dupliquer ce qu'ils sont en train de faire dans d'autres industries qui ont 20 ans d'avance, hein? Le sport a 20 ans de retard. Franchement, il y a tout à faire encore. C'est colossal ce qu'il y a. Il y a encore en train de rattraper son retard. Donc ces acteurs-là, ces lectures-là, ces conférenciers aussi, TEDx que j'ai pu écouter, m'ont inspiré, m'ont donné envie d'aller vers l'avant. Mon associé, Olivier Rousseau aussi, sur sa vision entrepreneuriale, son allant, son entrain d'aller toujours vers l'autre, quoi, tu vois. Ça, cette capacité à être plein de solarité, et ça, c'était aussi hyper inspirationnel pour moi. Et puis ensuite, c'est des rencontres, voilà, ma conjointe, on dit que derrière chaque homme, il y a une grande femme. Moi, c'est un peu ça, je lui rends hommage aussi. Et voilà, tous ces personnes-là qui t'amènent vers ton cheminement actuel, je pense qu'il faut les remercier. Ok. Voilà. La question de la fin, c'est est-ce que tu pourrais me citer, il y en a une autre après. Est-ce qu'il y a une actualité de l'écosystème sport qui t'a particulièrement
attiré, qui a particulièrement piqué ta curiosité ces derniers temps? En bien ou en moins bien? Celle qui t'a le plus piqué. En bien ou en bien? C'est une excellente question. En moins bien, je vais te dire que le fait post-JO, et on parle d'héritage, je m'étais dit, ça y est, on est sur une grande lancée collective du sport, et qu'on te dit, bon, réduction du budget, le sport qui, j'espère, ne va pas retomber dans les méandres de... Ça me fait peur. Voilà, ça me fait peur, et c'est une actualité qui me bouleverse à chaque fois. Je me dis, mais ça y est, on va mettre du sport partout, c'est lancé, on a réussi le pari des JO, la machine est lancée. Et si tant est que très vite, j'ai l'impression qu'on repart dans les travers. Donc ça, c'est une actualité qui, pour moi, est difficile et compliquée. Voilà, complexe. Et puis l'actualité, écoute, je vais faire pas un peu d'autopromo, mais l'actualité plutôt positive, c'est qu'on va avoir sur le Sportmed Summit des athlètes de renom, un Karabatic notamment qui sera présent. Voilà, pour te démontrer que les sujets d'impact sont actuels et drive à la fois des décideurs politiques, des directeurs de grands groupes. On va avoir Salomon, JL Evans, la SNCF. Les gens veulent parler de ces sujets. On leur donne la parole. Enfin, un momentum où les gens peuvent venir parler d'impact. Donc cette actualité-là qui est brûlante, qui arrive le 6 mars, c'est à la fois une fierté parce que la direction générale de cet événement, c'est assez conséquent. Mais en même temps, on a réussi à avoir du très beau monde. Des mots de la ministre des Sports en ouverture aussi. Donc ce qui te démontre que l'impact, quand même, jusqu'au plus haut sommet de l'État, est à prendre en compte. Donc ces deux actualités-là, je dirais. Super. Ouais. Dernière question. Vas-y, avec plaisir. C'est un peu la question où tu dois me mettre en relation avec quelqu'un d'inspirant, mais est-ce que tu connais beaucoup. 1, 2, 3 professionnels dans cet écosystème sport, parce que c'est quand même la verticale du podcast, que je devrais inviter parce que le récit, la vision serait hyper intéressante à partager? Écoute, moi j'adore un mec qui s'appelle Xavier Diquet, qui a une vision 360, voilà, qui fait beaucoup de choses avec la CEC, la Comité des entreprises pour le climat, qui œuvre aussi à la Climate House, je sais pas si tu vois, qui a ouvert pas loin d'ici, qui est en train d'agréger les acteurs du sport. Donc ça, c'est quelqu'un qui a une vision très transverse, à la fois qui a monté sa structure, qui a une ferme d'ailleurs, et je trouve ça formidable d'allier, parce qu'on parle beaucoup là intellectuellement, mais d'allier son intellect avec son action, c'est-à-dire une ferme écologique où ils produisent des œufs, enfin, c'est formidable. Donc il fait des passerelles entre le monde du sport et le monde de la ferme. C'est incroyable, vraiment un acteur qui en plus voilà, a une vision et philosophiquement hyper intéressant. Donc ça, c'est on va dire une personnalité qui est pour moi inspirante et qu'il faudra inviter. Ouais. D'un point de vue sport. Et il faut rester dans la thématique du sport ou pas? S'il te plaît. Plutôt. Ouais, j'essaie d'avoir une certaine architecture, tu vois. Je peux pas aller partout. Hein. J'adore la musique, mais bon. Et après, écoute, il y en a beaucoup. Je suis en train de me dire peut-être sur un volet fédération, il y a des acteurs qui prennent la parole. Johan Penel, très intéressant aussi sur la vision du sport et de son impact social. L'ancien patron de la Fédé de badminton que je trouve aussi formidable dans ses prises de parole, qui a un discours très juste, voilà, qui est aussi intéressant pour moi. Voilà, que tu peux convier aussi. Et puis ensuite, tu as des acteurs qui sont en train de mener des choses intéressantes avec le Planet Sporting Club, par exemple, pour fédérer des athlètes. C'est quoi ça, le Planet Sporting Club? Planet Sporting Club, donc c'est Benjamin Adler qui porte ce sujet. Et là, on est sur une organisation qui va permettre à des athlètes de tout type, de tout bord, de tout sport, de prendre la parole sur des sujets d'éco-responsabilité. Donc il va permettre à ces athlètes de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Il va leur fournir des éléments de langage. Certains athlètes vont être plus adroits pour parler d'un tel sujet, d'autres un peu moins parce que les transports, c'est compliqué. Donc il a créé le Planet Sporting Club. Il a réuni tout un écosystème d'athlètes qui a en plus on va dire des audiences fortes. Rudy Gobert, Michael Sylvestre, des gens qui ont des millions de followers et qui réussit en tout cas à intégrer et à motiver pour prendre la parole sur les sujets d'éco-responsabilité. Donc ça aussi, je pense que c'est pour moi des acteurs qui sont inspirants et qui ont plein de choses à dire. C'est un ancien journaliste, voilà, trop super. Bien. Voilà ces acteurs. Merci beaucoup François. Je t'en prie, c'était un plaisir Pierre. C'est génial. Merci à toi. Chers auditeurs, chères personnes là, en face de votre écran, votre ordi, votre téléphone, merci beaucoup de suivre Dream Team. Vous n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, à mettre des petites étoiles un peu partout et à suivre les prochains épisodes. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Coupé.